J'avais dit à ma femme, si je veux réussir, faut pas que je parte avec des acédiques ou quoi, il faut que j'ai faim, donc c'est comme ça que ça marchera, sinon c'est que j'y crois pas. C'est comme ça qu'on a construit des infrastructures, ça, ce qui n'existait pas. Ce qui crée de la valeur, c'est réellement d'aller reproduire des expériences dans des écosystèmes dans lesquels on a compris des trucs, et en fait on vend quelque chose de plus complet. Un des gros leviers de l'IA, justement, c'est dans le customer service. Toi, tu dis, c'est pas forcément là que je vais le plus gagner. Une boîte de SaaS, elle est capable de grandir que si elle a très peu de churn, et nous on observe que la seule manière de ne pas avoir de churn, c'est... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un entrepreneur qui connaît par cœur le monde du SaaS, qui s'appelle Guillaume Bouillot. Bienvenue. Merci Salut beaucoup. Guillaume. Salut Guillaume. Alors, on va faire un long voyage avec Guillaume, qui a commencé sa carrière d'entrepreneur en 2000, qui a été un des premiers à toucher ce qu'on appelle le SaaS aujourd'hui, qu'on parle d'il y a 25 ans, et qui a utilisé cette compréhension pour à la fois développer une première société dans l'univers du CRM qui s'appelle Eudonet, et qui était un leader français en fait du CRM pendant 17 ans, avec notamment des spécialités sur des secteurs qui sont pas faciles à appréhender, comme l'enseignement supérieur, les collectivités, les associations. Ça, c'était un premier succès en tant qu'entrepreneur, donc de zéro en faire une ETI rentable, en croissance, avec un très beau go-to-market. Et l'autre aventure qui démarre en 2019 s'appelle Arch MC2, si je ne dis pas de bêtises, qui cette fois développe des logiciels, toujours de l'universel métier, mais auprès des professionnels du médico-social. Donc qui est pareil, qui est une population qui est très exigeante et qui n'est pas forcément habituée à utiliser des logiciels, comme on en fait une société qu'on appelait entre nous en préparant une belle endormie que tu as reprise et qui en a fait une très belle ETI qui fonctionne très bien et qui aide en fait ces professionnels dans ces secteurs-là au quotidien, bien s'organiser et se concentrer en fait sur leur cœur de métier qui est accompagner leurs propres patients. Donc résultat, aujourd'hui, il y a plus de 8000 clients, 500 collaborateurs et en fait, quelques secrets de comment on passe de l'on-premise au SaaS, on va en parler entre nous. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Pas mal de bons sujets en discussion à venir. Bah écoutez, avec grand plaisir. Donc bienvenue. Donc dans le podcast, on a 3 parties. La partie des débuts, les 0 to 1, et je pense que c'est intéressant sur cette partie que tu nous rappelles aussi ton parcours qui t'a amené à faire ces 2 sociétés-là. La partie scale avec Emeric, où on va creuser 2 points spécifiques, pas 3, hein. Non, deux, on fera deux. Et une dernière plutôt sur le endgame avec tous tes apprentissages et ces différentes casquettes d'entrepreneur, repreneur. En fait, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, vers où tu vas aller dans ta dernière aventure? Excellent. Bon, voilà, super, c'est parti. Peut-être que tu peux nous rappeler, oui, ton parcours, Guillaume. Bah alors effectivement, moi je suis un peu un ancien du SaaS. Alors moi ça a démarré parce que j'ai démarré ma vie professionnelle en apprenant à coder. Donc voilà, ça a été mon premier métier pendant 7 ans sur l'île Saint-Louis. J'avais eu plein d'expériences extraordinaires et ensuite je voulais déjà être entrepreneur. En fait, j'avais un peu ça dans le sang. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse du commerce. Et donc, j'ai rejoint Compass France après cette expérience de développeur pour fabriquer des CD-ROM Compass, faire pivoter l'entreprise d'un modèle qui était un peu comme les pages jaunes. Ils vendaient de l'insertion publicitaire vers des modèles où on vend de la data. Voilà, donc j'ai développé, on a techniquement l'outil, mais surtout l'équipe commerciale, on a monté une trentaine de commerciaux partout en région et on faisait un tabac avec un produit dans lequel on pouvait faire du ciblage très très précis pour aller chercher des dirigeants dans des activités très précises et donc de pouvoir ensuite faire des mailings, de la prospection, etc. Et ça, cette expérience, et donc je vendais déjà des abonnements. En fait, on avait tout de suite démarré en disant on va pas vendre un produit, mais on va vendre des abonnements. Et moi, j'étais dès le départ, en fait, même dans ma culture de développeur, je vendais déjà des abonnements. En fait, on vendait des applications. Donc moi, j'ai été picousé dès ma naissance. C'est atypique à cette époque-là, quand même. Il faut préciser, parce qu'aujourd'hui, l'abonnement, tout le monde parle que de ça. On parle d'abonnement, de churn et tout, mais ouais. Et c'est ça. Et moi, je voyais les vertus. Et en fait, ça a démarré dans les applications télématiques que moi, je vendais, donc Minitel, c'est très ancien, mais à des professionnels, à Total, etc., qu'on vendait déjà en abonnement. J'avais vu ces vertus-là. Donc, quand on a créé chez Compass ce business-là, on l'a vendu en abonnement. Voilà. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer en 4 ans à peu près 1000 entrepreneurs. Et ça, c'est là où je tire en fait finalement la suite de Eudonet. C'est que j'ai à la fois compris qu'ils avaient une fois qu'on leur livrait des datas, c'était déjà un point de douleur enlevé, mais derrière, en fait, pour la prospection, ils étaient très très mal outillés. Ils travaillaient sur des fichiers Excel, ils avaient du mal à processer finalement leur go-to-market. Et donc, c'était quelque chose d'assez hasardeux pour eux. Et alors que nous, chez Compass, moi, j'avais mis en place tout un outillage et on s'était dit,
c'est ça qu'il leur faut maintenant. Ce qu'il faut, c'est leur proposer. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de Donnet, c'est de fabriquer finalement un CRM en mode SaaS. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché à l'époque pour se remémorer? Ouais, t'avais pas Salesforce et compagnie. Non, il n'y avait pas Salesforce, il n'y avait rien. Il y avait des boîtes comme Selling Vision, etc. Il y avait quelques start-upers et sinon, c'était que des outils legacy, en fait, des extensions de Sage ou de choses comme ça qui étaient un peu bricolées, quoi. Voilà, exactement. Il y avait à peu près rien. Et puis, c'était le début de l'email, c'était le début de tout ça. Donc, il y avait rien qui proposait aussi une relation digitale, une automatisation, etc. Donc, on s'est dit, là, il y a quelque chose. Voilà. Donc, on est parti sur cette idée. Et du coup, moi, je me suis associé à une petite société qui s'appelait Eudoxy, avec deux fondateurs. Ils avaient une dizaine d'années d'expérience en ayant développé un soft, voilà, qui était un peu différent. Mais en même temps, moi, la techno m'intéressait. Donc, eux, je les ai fait venir. Et pour leur techno, et parce qu'ils avaient une expérience d'entrepreneur qui me permettait de un peu mieux sécuriser finalement la réussite du truc. Et puis on a fait venir un petit fonds dès le départ, alors voilà, qui était un fonds d'amorçage. Moi, la chance qu'on a eue, c'est de pas lever trop au départ, parce qu'en fait, on est parti à plusieurs entreprises à avoir à peu près la même idée, et ceux qui ont levé beaucoup, ils ont été en cash burn et ils ont pas réussi à se retourner. Et parce qu'on était à une période où en fait il y avait une fenêtre de tir, c'était des fonds d'amorçage, donc il fallait cramer le cash tout de suite pour être plus gros et tout de suite lever un deuxième tour. Et nous, on s'est aperçu qu'il n'y aurait pas de deuxième tour parce qu'on était en 2000 là. Et donc, t'as calmé le jeu. Et du coup, tout de suite, on a fermé les equity. On a donc nous travaillé sur notre produit, mais tout de suite, on devait être rentable. Donc, tu fais l'allusion à la bulle Internet. C'est après ou avant l'éclatement? C'était juste au moment de cet éclatement-là. C'était pas l'époque de l'ICOS et toutes ces boîtes-là. Ouais, c'est un peu ça. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Okay. Et du coup, nous, on a été le dernier. Les parallèles sont quand même amusants. Donc, entre toutes les startups qui ont cramé. Donc, toi, tu t'es mis sous contrainte. Tu t'es dit, on veut pas cramer. Je me suis mis sous contrainte. Alors, juste pour la petite histoire, moi, je m'étais dit, si je veux réussir, je dois avoir faim. Donc, voilà, j'étais dans un contexte familial. J'avais 30 ans. J'avais 4 enfants et ma femme était ingé, mais elle travaillait pas à ce moment-là pour s'occuper de ses enfants. Un petit peu la pression. Un petit peu la pression, et j'avais dit à ma femme, si je veux réussir, faut pas que je parte avec avec des acédiques ou quoi, il faut que j'ai faim, donc c'est comme ça que ça marchera, sinon c'est que j'y crois pas. Voilà. Donc on s'est mis on s'est mis tout de suite, voilà. Exactement. Mais du coup, comme on avait cette brique techno qui était héritée de la société avec laquelle on s'est associé, finalement, on a réussi à construire un premier produit finalement assez vite. Notre doctrine SaaS, elle s'est transformée en disant on va faire les premiers clients, on les vend en on-premise parce que ça génère du cash tout de suite. On-premise, c'est-à-dire que tu vendais l'abonnement de 12 mois tout de suite? Non, on-premise, c'est que je vendais des licences. Ouais, donc en fait, je le vendais à l'ancienne. C'était le modèle de l'époque. Le modèle de l'époque. Il y avait quasiment que ça. Et il y avait que ça. Ouais. Mais gros, là, le gros avantage, c'est que tu vends ton produit, t'encaisses le cash tout de suite. Licence perpétuelle, bam, tu touches ton cash tout de suite. Et après, t'as un peu de maintenance. Même pas. T'as un peu de maintenance, mais t'es pas intéressé à ce que le client l'utilise. Tu t'en fous. Ouais, c'est du BFR, quoi, que t'as. Voilà, c'est ça. Et du coup, mais très très vite, une fois qu'on a commencé à repasser le bon sens de la courbe en J, là, on s'est dit, on va démarrer en fait un univers. Et donc là, ce qui est très très difficile, c'est les premiers clients. Parce que moi, j'en avais visité 1000 et je m'étais dit, les 1000, j'avais toutes les cartes de visite. Je m'étais dit, dans les 1000, je vais bien en avoir un. J'en ai 2-3, j'ai du bon fit. Mais en fait, personne t'achète comme ça, en fait. Non, en fait, tu recrées, il faut aller chercher ceux qu'on a vraiment besoin tout de suite et c'est pas forcément ceux que tu avais dans ton réseau. Ceux que tu avais dans ton réseau, ils viennent après. Mais c'est pas ceux-là qui vont t'acheter tout de suite parce que t'as faim, mais c'est immédiat, en fait. C'est une première idée fausse. C'est ça. Tu pars avec 1000, mais en fait, tu pars avec. Voilà, c'est pas. En fait, t'as besoin. T'as un momentum immédiat. T'as beaucoup de stress quand même. Tu te dis, j'ai 1000 cartes, et ça. Donc, tu repars dans le dur. Tu vas prospecter. Dans le dur. T'as un téléphone, il sonne jamais. Si tu décroches pas, il y a rien qui se passe. Et donc là, on y a été, à haute intensité. On a eu des gens qui nous ont fait confiance les premiers. Et puis on est parti, tous azimuts. Et on a commencé, à vendre les premiers produits, à démontrer que les gens gagner de la valeur avec ça et on a amélioré petit à petit l'expérience et c'est là où on est parti un peu par contre tous azimuts parce que moi chez Compass je vendais à toutes les PME françaises donc moi je m'étais dit dans mon modèle au départ c'est on va intéresser tout le monde et c'est là où en fait et du coup on était obligé quand même de pas mal customiser parce qu'au départ quand on a un produit il est pas totalement sec donc on s'adapte en fait à des contextes qui sont différents donc la scalabilité, elle est limitée au fait qu'à chaque fois, il y en a un qui demande un truc en plus, etc. Donc, on est obligé de réadapter, de faire... Et donc, le produit, il prend des directions...
il prend des directions un peu différentes, mais c'est un mal nécessaire au départ. En fait, nous, dans notre business, c'était un mal nécessaire. Voilà. Et puis à côté de ça, on a construit des data centers. On était les premiers clients de chez Colt Télécom à Paris 17e. Voilà, et à occuper des data centers. Aujourd'hui, c'est impossible de trouver une place là-dedans puisque c'est trusté par que des tous les mètres carrés sont pris. Mais nous, ils nous ouvraient le data center, il était vide. Et c'était voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a construit des infrastructures, ça, ce qui n'existait pas. Et c'est beaucoup de changements de culture à l'époque. Comment tu fais pour faire comprendre aux gens que le SaaS, ça a du sens de payer tous les mois et en plus, même les équipes et tout, personne n'avait ce mindset-là. Exactement. Alors, exactement. Alors, nous, comme on avait déjà vendu en fait du culture SaaS sur les CD-ROM, finalement, on arrive à ça. Et également, comme on leur dit c'est un produit un peu externe qui va communiquer avec les clients par de l'emailing, etc., vous n'avez pas la techno chez vous qui va pouvoir le hoster. Donc en fait, c'est mieux si c'est à l'extérieur. Donc en fait, on jouait un petit peu là-dessus, mais petit à petit, on a repris toute la chaîne CRM jusqu'à le go-to-market était après 100% dedans. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à le développer. Et puis c'était quand même pas très cher, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de risques. Moi, j'ai tout de suite été pour des contrats. Et ça, c'est une culture que moi j'ai, de se dire où tu n'as pas d'engagement. En fait, je préfère avoir un prix qui est le bon prix, mais par contre, tu t'arrêtes quand tu veux. Donc en fait, c'est une culture de dire, en fait, moi, je suis là tant que j'apporte de la valeur et je dois avoir de la valeur. Je ne vais pas signer un contrat 3 ans ou prendre un engagement. Donc en réalité, c'est aussi une facilité à vendre. C'est de se dire, tu ne prends pas de risque. Tu prends un produit, c'est un produit... T'as intérêt à être sûr de toi quand même, parce que t'as intérêt à être bon, parce qu'il faut... Voilà, c'est la contrepartie, c'est intérêt à être bon. Mais quand tu fais du SaaS, t'es obligé d'être bon sur la durée. Et là, ce qui est très très différent, c'est que ce qui t'intéresse en tant qu'éditeur, c'est pas de vendre un produit, c'est que les gens l'utilisent et gagnent de la valeur dessus. C'est ça qui t'intéresse. Là, t'es plus à vendre de la licence et tu t'en fous derrière, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, quand tu signes un contrat, t'as pas gagné d'argent. Tu vas gagner de l'argent dans la lifetime value. En fait, si ton client il est fidèle, il gagne du business et il veut étendre ses services chez toi. Et c'est ça qui est passionnant dans la relation avec le SaaS, c'est qu'on a une relation d'intérêt à long terme. Voilà. Et donc c'est ça en fait, nous, c'est ces premières années. Et puis finalement, là ça a commencé à démarrer, mais en fait la scalabilité pour nous, voilà. Alors juste après, mais le premier step de scalabilité, c'est quand on a compris que adresser tous les marchés, ça marchait pas en fait. Et que de courir partout à la fois. Alors au début, on était très très content d'avoir des clients, et puis à la fin, on a commencé à se dire non, on a des expériences chez qui on a apporté beaucoup de valeur en trouvant des fits de personnalisation. Et donc, ce qui crée de la valeur, c'est réellement d'aller reproduire des expériences dans des écosystèmes dans lesquels on a compris des trucs. Et en fait, on vend quelque chose de plus complet qu'un CRM, et c'est un CRM tuné pour des expériences sur lesquelles on a compris un truc de plus que juste l'outil à blanc. Donc ça veut dire que tu es obligé de te faire des mini-verticales dans lesquelles en fait tu comprends bien l'essence du métier et pour être hyper spécifique et apporter de la valeur. Et après, par contre, tu regardes ce que tu peux transposer dans ton mini-secteur d'à côté. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de se dire, en fait, on va vendre et le CRM et une couche d'un univers. Par exemple, on a démarré une chambre de commerce, on a fait un énorme effort pour aller gagner une chambre de commerce à Strasbourg, et donc on a gagné l'appel d'offres, voilà, en se mettant dans le positionnement prix et puis en prenant un risque assez important parce que c'était un marché très important. Et là, on n'a pas fabriqué une personnalisation, on a fabriqué vraiment. On a fabriqué un vertical qui était basé sur un socle technique unique. Donc nous, c'était ça notre enjeu, c'était de se dire technologiquement, on doit garder un socle technique unique et on doit pouvoir brancher des couches de vertical qui elles-mêmes évoluent. Et du coup, en quelques années, on a gagné quasiment tout le marché des chambres de commerce en France et des chambres de commerce françaises et internationales, etc. Et par un modèle métier dans lequel on allait vendre et on faisait des no-go. Et on passait notre temps à faire des no-go. S'il y avait une chambre de commerce qui voulait un truc en plus, on lui disait non. Non, mais ça, si je reviens sur ta vision technologique qui a été smart, c'est-à-dire que tu te dis le moteur, ça va être le même moteur pour toutes les voitures. Par contre, la carrosserie, je vais la changer pour chaque type de client, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, tu vends 2 types d'abonnements. Tu vends l'abonnement au moteur, donc qui lui-même a son cycle d'évolution, qui te rapporte des assets et des capacités augmentées à chaque fois, mais tu es aussi abonné en fait à la couche verticale qui elle-même évolue.
Voilà. Et ce qui crée la valeur, c'est vraiment la couche verticale. Et ce que j'aime bien en fait dans ton approche là, pour ce premier point de scale, c'est de se dire en fait, tu peux pas faire du custom parce que si tu fais de la personnalisation à outrance, ok, le client est content, mais tu peux pas scaler parce qu'à la fin t'as trop de trucs, donc il faut savoir dire non. En revanche, tu veux quand même trouver un certain type de spécificité dans des industries comme les chambres de commerce pour arriver à pénétrer un secteur. Donc en fait, c'est un mix entre savoir dire non pour pas partir dans tous les sens et en revanche, quand tu prends un sujet, tu vas à fond pour que ça soit vraiment utile pour eux. C'est exactement ça. Voilà, je crée de la distance en fait par rapport à mes compétiteurs parce que quand je fais une démo en fait chez un client, je leur parle de gens qui font exactement la même chose. Je leur montre quelque chose qui est exactement dans leur univers et c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher finalement une compréhension du métier et en fait être éditeur de logiciels et c'est de vectoriser des bonnes pratiques. Et donc en fait on embarque dans ces modèles verticaux les bonnes pratiques et ils sont ultra intéressés de se dire c'est ça qu'il faut que j'ai. Si je veux être dans le coup, il faut que je fasse pareil. Voilà, donc après on a verticalisé dans les musées. Donc dans les musées, voilà, c'est après ce qui va nous amener un peu aussi à l'international ou autre. Mais on a verticalisé dans des boîtes de luxe, on a verticalisé dans les grandes écoles, on a verticalisé. Alors Excuse-moi, je pose une question. Comment tu trouves ces verticales? Eh ben tu les trouves parce que en fait dans les différentes expériences que tu as eues, donc dans le foisonnement du début, t'en as qui t'a créé une grosse valeur et donc nous on a regardé parmi ceux avec qui on avait créé de la valeur dans notre panier du début, ceux sur lesquels il y avait vraiment un marché. Voilà, donc c'était quoi la total address market sur chacun des segments? Est-ce qu'ils n'étaient pas trop concurrents? Alors ça, on aimait bien en fait. Dans l'aventure Odonet, on aimait bien aller chercher des secteurs qui étaient peu concurrentiels parce que du coup, ça crée des écosystèmes. Par exemple, les musées, ils ne sont pas concurrents. Entre eux, pardon. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Ouais, d'accord. Entre eux, ils ne sont pas trop concurrents. Donc, on pouvait les mettre ensemble et en fait, ça fabriquait des communautés. Et c'était, enfin, nous, on avait trouvé ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça fabriquer des communautés Concrètement, ça veut dire que tu fais des clubs utilisateurs, tu leur donnes l'occasion de se rencontrer et tu partages en fait des pratiques sans que ce soit des procédés, je dirais concurrentiels que tu peux pas dévoiler. Parce que si tu apportes de la valeur, voilà, alors c'est pour ça qu'on a été dans les collectivités locales aussi, dans les mairies ou des choses comme ça. Et dès qu'on trouvait un truc, ils sont super friands de savoir ce que... C'est eux qui font la vente, quoi. C'est eux qui font la vente. Tu vois, quand je te parlais de communauté ce midi, tu vois. Tu fais la vente. Vous avez mangé ensemble ce midi? Ouais. J'ai cette chance. Attends, mais moi, j'ai mes entrées. Allez, à table, j'ai mes entrées. Je sais comment procéder maintenant. Super mal. Je pense qu'on est à un bon moment, en fait. Et comme tu as eu deux expériences, on peut creuser deux choses différentes. Sur la partie scale, Odonet, tu l'as dit, c'est devenu une ETI. Tu pourras peut-être d'ailleurs nous donner quelques chiffres, nous rappeler un moment... Alors nous, quand on l'a lâché en 2017, elle était présente dans 5 pays et on avait à peu près 200 personnes. Voilà. Et aujourd'hui, elle a continué sa trajectoire. Voilà, elle a été, on l'a cédé nous à Killvest et maintenant c'est Montagu en fait qui l'a. Une success story. Ouais, une belle success story. Et là où on est fier, c'est de voir les personnes en fait avec qui on a grandi en fait, qui ont réussi à relever le gant après, etc. et de poursuivre finalement l'aventure. Et de prendre la suite. Focus que j'aimerais bien faire sur l'international, et c'est quand même un des grands challenges quand tu as développé un bel outil, une belle société en France, comment tu t'internationalises. Alors le SaaS, évidemment, c'est une composante un peu plus facile normalement, voilà, mais il reste qu'il faut trouver tes clients, il faut trouver les bonnes équipes. Qu'est-ce qui a fait ce succès? Tu parles de 5 pays quand tu es parti, vous avez été au Canada en plus, je crois. Qu'est-ce qui a fait ce succès, ou les échecs d'ailleurs? Comment tu as réussi à développer l'international? Alors en fait, nous on l'a fait de manière empirique et avec un peu de chance. En fait, effectivement, le modèle, il est très favorable en fait à l'internationalisation. Et moi, j'ai pas fait de build-up. Donc, pendant 17 ans qu'on a eu cette boîte, on a fait que de l'organique. Et moi, l'internationalisation au Canada, c'était la première. Et c'est juste un excellent collaborateur qui, un jour, malgré le fait qu'il était très bien, il a voulu vivre une expérience au Canada. Il nous a dit, voilà, je vais quitter l'entreprise pour vivre une expérience. J'ai envie de vivre une expérience internationale. Et toi, t'as voulu le garder. Et j'ai voulu le garder, donc je lui ai dit, on te finance pendant 6 mois. C'est génial. Et voilà, et ça, c'est absolument génial. Et donc le gars, on lui a dit, mais si tu trouves rien, il n'y a pas de problème. C'est nous qui prenons le risque, si toi, t'es prêt à y aller, etc. Et ce gars-là, dans les 6 mois, il a décroché notamment le musée des Beaux-Arts de Montréal, un énorme contrat, enfin une des plus grosses boutiques en fait en termes de muséologie en Amérique du Nord.
Et de là, on a créé une agence Banco. Et on a eu un succès au Canada. Donc, on a démontré que le besoin qui existait en France, on arrivait à le transporter au Canada. Eux, ils ont une aura. En plus, c'est un musée qui fait référence, en fait, vraiment au Canada. C'est comme le MoMA. Enfin, c'est des grosses marques. C'est comme le MoMA. Voilà. À l'échelle du Canada, c'est vraiment un des plus gros musées qui fait référence. Et donc là, on a réussi à aller chercher tout l'environnement, ce qu'on a appelé du membership. C'est-à-dire des structures comme les musées qui fédèrent des membres. Ça, c'est un modèle qui est très important en Amérique du Nord, dans lequel, en fait, il y a beaucoup de clubs dans lesquels il y a des dirigeants qui adhèrent à ces clubs. Voilà, et en fait, ils créent des fondations. Et c'est ces fondations qui alimentent, voilà. Donc, ils créent des événements, ils doivent avoir des membres, etc. Donc, nous, on avait tout un système de membership qu'on a déployé là, mais après qu'on a fait revenir en France, parce qu'on avait trouvé une boîte de consultants qu'on a ramené en France et qui a été développée des fondations dans les grandes écoles, notamment à l'EM Lyon, etc. Et nous, on les a toutes équipées. Donc, on est rentré aussi par notre... C'est marrant parce que tu n'as pas fait de build-up pour te développer à l'international, ce que souvent on fait d'ailleurs. C'est souvent on envoie une personne et puis souvent on fait un build-up. Mais par contre, tu as ramené une équipe... Exactement. Et j'ai eu une autre vertu qui était exceptionnelle à ce moment-là, c'est que dans ces années 2010, enfin moi je suis rentré en 2008 au Canada, donc on était voilà, et là on a eu pas mal on avait du mal à recruter des développeurs, et là le truc qui a marché, mais on s'en était pas rendu compte, c'est de se dire on les faisait venir à la Défense, on était installés. Et en fait, on n'avait aucun atout pour faire venir des développeurs par rapport à des grosses boîtes, des machins, etc. Et notre truc, c'était de leur dire, soit vous bossez à Courbevoie, soit vous allez vous installer au Canada. C'est pareil. Et là, ça a été top. Ça nous a permis de recruter des super profils qui ont vécu une expérience au Canada. Certains sont restés, d'autres, voilà. Donc, on a créé très vite. On avait 30 personnes au Canada. C'était assez sympa. Parenthèse, mais juste avant que tu reprennes, mais ce que tu as fait, tu as eu la crise de la bulle d'Internet 2008. Ouais. Ça a tenu aussi. Pas eu d'impact particulier? Ouais, parce que moi, j'étais un outil de résistance. J'ai un outil qui est vraiment essentiel au business. Et c'est ça, en fait, il faut se créer, il faut être dans une chaîne de valeur qui est dans laquelle on démonte de la valeur. Et moi, j'avais toutes les datas et j'avais toute la création de valeur. Elle partait de là. Donc, s'ils enlevaient ça, ils se coupaient le développement du business. C'est une bonne leçon pour les crises actuelles. Ouais. Avant qu'on passe au deuxième point, peut-être un dernier mot. Quand tu t'es développé à l'international, tu as pas mal leveragé tes gros clients. C'est-à-dire qu'une de tes forces, tu m'as dit, ça a été de travailler tes comptes existants et qu'eux t'emmènent à l'étranger. Et ça, j'ai trouvé que c'était un learning très intéressant. Tu vas l'expliquer là. Voilà, donc par exemple, on avait comme client Hermès, et Hermès, il nous a amenés dans pas mal de pays. Et donc ça, c'était extraordinaire, parce que Hermès, eux-mêmes, on les voyait qui prenaient des risques à aller dans certains pays, et ils avaient besoin d'avoir des acteurs de confiance à qui, et eux-mêmes, donc ils prenaient des risques en prenant des boîtes françaises, mais ils avaient suffisamment gagné la confiance en France, et ils se sont dit, le modèle qu'on peut développer, il faut qu'on maîtrise la techno, il faut pas qu'on prenne de la techno en Asie, en machin, etc. Il faut qu'on garde, ça c'est des vrais assets. Et donc on a été dans tous les pays avec Hermès. Et pareil, dans la muséologie, on était dans les pays du monde entier. On a fait une expérience aussi qui était extraordinaire, c'est d'équiper toutes les CCI françaises à l'international. Ça, c'est une machine de guerre. C'est les boîtes, en fait, qui fédèrent. Le CCI FI, c'est un réseau qui fédère toute la communauté des boîtes françaises dans tous les pays du monde. C'est que des entrepreneurs extraordinaires. Voilà. Et puis, c'est des réseaux de fous, de gens d'influence. CCIFI. Ouais, CCIFI. Voilà. Donc, on a suivi ces gens-là, et ces gens-là, ils nous ont apporté, on a pu s'implanter et développer du business après en local. Alors, sur la deuxième partie, juste pour nos auditeurs, on va passer à un serial entrepreneur. Donc là, on va passer sur une autre expérience. Arch MC2, c'est une société que tu n'as pas créée, mais tu as repris en une belle endormie, et tu as du coup un autre enjeu qui a été complètement de remobiliser toute cette société qui était un peu mature, qui ronronnait, et qu'il a fallu que tu changes. Et il y a un point particulier qui me tient à cœur et dont on parle peu et que j'ai envie d'adresser, c'est la notion de service dans le SaaS. Il y a une caricature avec Gartner qui dit voilà, il faut 20% de service et 80% de pur récurrent. Toi, tu as une vision qui a été tout de suite assez différente sur ce que devait être le service. D'ailleurs, différencier le service du setup, je t'aide à installer ton soft, de service de professional services. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, un peu nous donner un peu le contexte d'Arch MC2 pour nos auditeurs, et après vraiment qu'on s'attaque au service dans le SaaS?
Voilà, alors juste voilà, Arch MC2 pour donner le paysage. Donc moi j'ai repris une boîte dont le fond qui avait un entrepreneur qui avait créé sa boîte il y a 30 ans, très belle boîte qui était à Aix-en-Provence et qui adressait le secteur du médico-social. Moi, c'est un secteur qui m'intéressait à titre personnel, voilà, de pouvoir accompagner des services de personnes fragiles. Donc maintien à domicile aussi, donc... Voilà, tout l'enjeu, effectivement, de l'écosystème des personnes qui ont besoin d'aide pour leur autonomie. Donc beaucoup les personnes âgées, à domicile, en établissement, voilà, et les personnes en situation de handicap. En fait, des personnes qui sont concernées par l'autonomie, c'est 5 millions de Français. Et voilà, enfin, je dirais l'informatisation de ces équipes en fait qui s'occupent de ça, ça a été quelque chose qui a démarré il y a 30 ans et finalement il y avait plusieurs boîtes un peu fragmentées qui existaient depuis 30 ans. Et donc là il y avait à la fois beaucoup de choses à renouveler et aussi surtout à rapprocher pas mal d'acteurs pour essayer d'unir les forces plutôt que de rester en mode divisé. Et donc là, j'arrive dans une société en fait où les collaborateurs, ils avaient tous connu déjà le logiciel. Moi, j'appelais ça un peu des héritiers. Et alors que moi, j'avais été un bâtisseur, donc en partant de rien, etc. Et je me suis dit, ben là, il y a un truc à faire. Il faut convertir parce que le métier, si on veut l'accélérer, si on veut repartir sur un nouveau cycle, il faut à la fois réécrire pour le SaaS, à la fois et donc transformer en fait ces héritiers en bâtisseurs d'une nouvelle solution. Donc moi donc c'est ça aussi qui est passionnant quand on refait une deuxième aventure, une deuxième success story en tant qu'entrepreneur là, c'est de se dire que là on est libéré, c'est-à-dire qu'on a déjà réussi une partie et on le fait parce qu'on a envie de contribuer à quelque chose, c'est plus les mêmes enjeux. T'as pas la même pression. T'as pas la même pression et au contraire la pression que t'as, c'est de tout mettre en déséquilibre. Voilà, t'avais un dirigeant qui était, lui, au fond de son histoire, qui gardait ses équilibres, il avait un enjeu patrimonial fort. Moi, j'ai plus d'enjeu. Le seul enjeu, c'est de mettre en déséquilibre. Donc, je mets tous les compteurs, voilà, je dirais, voilà, à droite. Et on appuie pour pouvoir, et on reconstruit un nouveau logiciel, chose qui avait jamais été faite. Donc, tu fais pas du refactor de code, c'est-à-dire que tu réécris tout le... Je réécris. On repart, en fait, parce qu'il y avait combien d'années d'écriture de logiciel? Une 30aine d'années. Et toi, tu pètes tout. Voilà. Tu recommences à zéro, tu te dis, de toute façon, le SaaS, ça s'écrit pas pareil, ça se scale pas pareil. C'est une tendance, ça a changé, quoi. Ça a changé, donc en fait, mais c'est assez facile parce que moi, alors une boîte de software, ce qui est particulier, c'est que c'est d'abord une boîte d'experts. C'est des gens qui connaissent par cœur. Avant d'être une boîte de techno, c'est une boîte d'experts. Et donc, dans la boîte, il y a des super experts. Donc, c'est ça qui vaut de l'or. C'est ça qui vaut de l'or. Et moi, si je connais pas ce domaine d'expertise, comme je connaissais chez Edonet les besoins des dirigeants, là, j'ai les mecs qui connaissent exactement ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est précieux. Et puis la techno, par contre, comment on écrit, ça, j'ai un petit peu d'expérience. Donc on se met au travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, tout d'un coup, parmi l'écosystème des entreprises de ce métier-là, il y en a une qui réécrit. Donc ça fait peur à tout le monde. Et là, je me mets en position, on se met en position finalement de pouvoir justement capter des entreprises qui se disent, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on a cette énergie pour se transformer? Ou est-ce que, et comme on fait un peu des appels d'air pour pouvoir essayer de les consolider, bien finalement, on consolide le numéro 1. En fait, nous, on est un acteur, je dirais, du milieu de tableau et on vient chercher, on fait l'acquisition du numéro 1. Donc, tu rachètes le plus gros que toi? Ouais, on est une boîte de 80 personnes, j'en rachète une de 300, etc. Enfin, voilà, on a fait. Ouais, t'étais en mode, tu t'es chauffé surtout, quoi. C'est ça. Et donc là, et effectivement, donc on a réécrit, on a fait une transition en mode SaaS. Et ce qui est particulier, c'est que quand on passe de mode on-premise en mode SaaS, ben souvent on a un vrai trou d'air. Voilà. Donc moi, il fallait que je trouve des moyens de combler ces trous d'air. Donc en fait, ce que tu appelles un trou d'air, c'est que d'un coup le cash il chute parce que tu es en train de morceler ta facturation sur X mois, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, on va tout de suite rajouter des leviers de valeur importants. Et le levier de valeur en fait sur lequel on a travaillé et sur lequel on a voulu convertir les usages, c'est de se dire que notamment dans le maintien à domicile, bah, en fait, on équipait surtout, je dirais, les équipes de gestion. Souvent, c'est des grosses entreprises, hein, les entreprises d'aide à domicile, elles peuvent gérer des milliers de salariés et des dizaines de milliers de bénéficiaires. Et donc, et en fait, l'équipe de gestion qui s'occupe des plannings, de la facturation, de toutes les opérations, c'est 40 personnes. Et en fait, on équipait essentiellement ces 40 personnes pour les opérations critiques, mais on équipait assez peu, finalement, les opérations de terrain. Donc, on s'est dit, si on veut pas perdre de la valeur, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on développe de la mobilité et on va équiper
finalement, comme je dirais, comme aujourd'hui les livreurs Amazon, comme tout le monde, un operating system qui va équiper finalement toutes les terminaisons, voilà. Et du coup, ça nous permet même, avant même de passer en SaaS le back-office, déjà d'apporter une valeur en SaaS d'une application mobile. Ils ont déjà goûté au produit. Ils ont déjà goûté au produit. Et après, quand ça va migrer en SaaS, finalement, ce produit-là, il restera. Donc voilà. Et c'est un produit sur lequel maintenant, aujourd'hui, j'ai 80% de mes usages et qui a plein de vertus parce que je suis en contact. Et puis t'es complètement intégré une fois que de toute façon c'est utilisé. Exactement. C'est ça que tu appelais le service, Émeric ? Non, non, le service, c'est vraiment tout ce que tu fais autour de la techno. Pour justement favoriser l'usage, éviter le churn, c'est-à-dire comment tu aides les utilisateurs à utiliser ton produit. Parce que tu peux peut-être expliquer les deux différentes de services. Tu as le service quand un nouveau client te prend ton soft, tu es obligé de l'accompagner, tu fais du setup. Donc là, il y a un peu de service. Mais toi, c'est vraiment le service professionnel du service, c'est-à-dire l'usage que tu as développé. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement un client aujourd'hui, il ne faut pas trop de professional services au setup. Aujourd'hui, pour mettre en place, par exemple, un nouvel EHPAD, il faut 3 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on doit être extrêmement efficace, ultra processé, et donc ça doit être très très simple. Et aujourd'hui, plus personne veut se mettre dans un bureau pour avoir une formation d'une journée. On n'a plus le temps, et surtout dans les EHPAD, et surtout dans ces milieux ultra critiques. Donc il faut que ça soit intuitif, automatique, etc. Par contre, le service, il vient juste après. Et effectivement, nos clients, ils nous choisissent pour la qualité des produits, pour la réputation, etc. Mais ils restent avec nous juste parce qu'ils savent qu'on a du service. Et donc, ça veut dire que quand on envoie un ticket, quand l'exigence de rappeler, et de garder un service humanisé. Là aussi, nos clients, ils ont un métier tactile. Ce qui est important quand on est aide à domicile, avant même un geste technique, c'est d'être présent. Donc, c'est juste d'ouvrir la porte et d'être tactilement là. C'est ça qui est important. Et ils attendent de nous aussi du présent tactile. Donc, on humanise la relation. Voilà. Et ça, pour nous, c'est l'essentiel parce qu'une boîte de SaaS, elle est capable de grandir que si elle a très peu de churn. Et nous, on observe que la seule manière, finalement, de pas avoir de churn, c'est de s'occuper des services et donc d'avoir une qualité de service au moment où on en a besoin qui est excellente. Parce que là, y compris si on sait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle, c'est qu'il y a une détresse sur un sujet qui peut être critique. Et le fait de savoir que ça répond, quelle que soit la qualité de l'application, etc., c'est ça qui fait la différence. Et c'est étonnant cette vision. C'est Orlando Bravo qui a monté Thomas Bravo, un des grands fonds de tech, a eu cette vision aussi très tôt en disant finalement on pense que le SaaS c'est scalable parce qu'en fait tu donnes l'outil, après il l'utilise, etc. Mais en fait dans la réalité, si tu veux rester critique dans le temps, il faut que tu accompagnes ton client, que tu lui montres les nouvelles fonctionnalités. Et donc tout ça c'est du service pour qu'il découvre ton outil, qu'il l'utilise de plus en plus. Voilà, et c'est ça derrière qui va t'aider. Tu as l'impression qu'on dit ça égale pas d'humain, mais c'est faux. C'est ça. Alors exactement, il y a quand même beaucoup d'humains. Moi, on a des grosses équipes, nous, de services, et on les fait grandir en fonction des besoins. Et on n'a pas d'objectif de les réduire. C'est-à-dire que c'est pas, au contraire. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on a des quotas dans lesquels, en fonction d'un certain nombre de clients, on a besoin de people pour accompagner et on cherche pas à déshumaniser. C'est-à-dire que, le ticketing, on est sur des plateformes de ticketing pour pouvoir les enregistrer, les loguer, ne rien rater, etc. Mais aussi mesurer la performance. Mais par contre, en feedback, on veut que ça soit humanisé, que ça soit des appels, que ça soit donc des métiers de people. Parce que c'est ça qui rappelle quelque part que finalement, derrière une activité de SaaS, il y a des humains qui les aident. Voilà. Par exemple, on accompagne les entreprises à faire leur paye à la fin du mois. C'est ultra critique. C'est des sociétés, elles ont des milliers de salariés. Le jour où on doit payer les gens, on ne peut pas se permettre d'avoir 24 heures de retard ou d'avoir encore moins, 3 jours de retard ou d'avoir une erreur. Donc au moment où ils exécutent les opérations à la fin du mois, c'est ultra critique. On a des outils SaaS tout bien faits, etc. Mais s'il y a un petit grain de sable ou même une question sur l'interprétation d'un sujet dans le logiciel, il faut que ça réponde à la seconde. Et c'est là où on marque des points. Mais comment tu scales ça ? Parce que c'est quand même la partie compliquée, parce que c'est de la formation, il faut que tu sois exigeant sur le niveau de tes équipes. C'est pas facile de scaler cette partie-là. Alors, c'est pas facile. On a nous, des fois, on recrute pas mal des gens qui ont été dans l'univers des clients et qui sont sensibles à cette formation. Alors, je pense que, comme dans votre excellent podcast, ça revient souvent, mais nous, on est ultra sensibles aux personnes qu'on recrute. Donc, il faut que ça soit des gens qui soient sensibles, finalement, au secteur d'activité, et qui soient sensibles à la relation de service
et qui ait vécu finalement, qui soit convaincu que le service, c'est ça qui crée la différence dans l'entreprise. Voilà. Et puis après, on est quand même très, très processé parce qu'on a évidemment, je dirais, des scénarios voilà, dans lesquels on va prioriser, on a une qualité je dirais qu'on monitore, enfin, on forme et on monitore à une qualité de service. Donc, et dans notre modèle, alors ça représente le fait de mettre de l'humain à travers voilà, c'est pas pour nous, c'est pas un coût, mais c'est justement un marqueur de fidélité. Un investissement. C'est un investissement. Donc on sait que on peut scaler en fait en grandissant. Nous, on a des gens qui sont on a des gens qui sont que en France, voilà, on a 550 personnes et là-dessus une partie significative qui s'occupe du support et des professional services. Mais ça fait partie intégrante de notre modèle. Et on sait que même en grandissant, alors y compris avec de l'IA, etc., mais qui outille en fait alors remplacera pas. Ça va pas remplacer l'humain. Ça va pas remplacer l'humain, ça va les aider. Alors nous, on a des super programmes d'IA et en fait, on sait que dans notre métier, on a même une obligation. Enfin, on a des enjeux qui sont tels dans la prédiction du nombre de personnes qui vont avoir besoin d'aide pour leur autonomie, de personnes âgées qui vont arriver, et le nombre de personnes qui sont capables d'être à leur service, où là, il y en a de moins en moins. Ouais. Donc, on a une courbe, un croisement des courbes, donc on aura besoin d'IA. Mais par contre, nous, on sait que s'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir améliorer la prédictivité, la qualité des soins, l'automatisation de certaines choses, nous, l'humain, ça restera au cœur de nos stratégies Mais alors, si j'essaie de mieux comprendre, parce que ça paraît un peu contre-intuitif avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, parce qu'on dit qu'un des gros leviers de l'IA, justement, c'est dans le customer service, et donc c'est dans l'accompagnement. C'est dès qu'un client a une question, tu vois, t'as beaucoup de bots qui se mettent en place. Toi, tu dis, c'est pas forcément là que je vais le plus gagner ou utiliser l'IA? Non, c'est pas là. En fait, nous, on va l'avoir. En fait, là où on a dès aujourd'hui de l'IA, alors on a de l'IA pour nous aider à améliorer nos logiciels. Donc aujourd'hui, on a déjà cette IA-là. Donc on a une IA qui va permettre de chercher les points de contention. Un logiciel, on cherche toujours à gagner en performance. Et à chaque fois, on cherche à savoir quand on sature, voilà, on fait des tests de saturation, de se dire c'est quoi le point bloquant. Donc c'est comme ça qu'on améliore la qualité du code. Donc là, c'est un crash test. Ou c'est comme Curseur, tu vas pour t'aider à faire du code et analyser ton code. C'est ça, analyser mon code et le rendre plus performant, etc. Ça m'aide également, mais c'est maintenant aussi beaucoup incorporé dans mes logiciels parce que ça m'aide à faire ça m'aide notamment à faire de la planification sous contrainte. Ça, c'est ultra important. En fait, dans ces métiers-là, notamment les aides à domicile, donc c'est des centaines de milliers de personnes qui sont concernées et les métiers sont difficiles et on s'est rendu compte que quand on arrivait à trouver des bénéficiaires qui étaient à moins de 700 mètres des salariés, et on avait une durée de vie qui était extrêmement augmentée. Et donc et avant à l'ancienne, c'est-à-dire quand on avait ces structures avec beaucoup de salariés, beaucoup de prestations à servir, quand il y avait donc déjà le facteur limitant du business, c'est les people, c'est pour nos clients. Et donc quand ils avaient un nouvel entrant, ils avaient un nouveau salarié. Eh bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient le mettre dans les nouvelles prestations. Aujourd'hui, on a des modèles IA qui refont tous les plannings, donc c'est ultra complexe avec des contraintes, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre. Voilà, donc on refait c'est la contrainte du voyageur itinérant, sauf que c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as des durées, le petit déjeuner tu fais pas le soir, t'apportes pas les courses, voilà. Exactement. Donc c'est sous contrainte. C'est ça, il y en a qui supportent pas les chiens, donc on peut pas les emmener vers des personnes qui ont des chiens, etc. Donc il y a des trucs ultra... voilà, mais par contre, on sait que si on veut être durable et qu'on apporte de la valeur, là, l'IA, elle change tout. Donc ça, c'est déjà en place, ou même pour repérer les fragilités. C'est-à-dire que nous, on sait déjà qu'il y a des personnes... En fait, je dirais la perte d'autonomie, on observe, ça se fait par marche, en fait. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Et on a entraîné nos IA pour essayer de repérer les points. On a pris des dizaines de milliers de personnes chez qui il arrivait des événements, soit d'hospitalisation, soit de cas indésirables, en fait, voilà, d'événements indésirables. Et on a regardé dans la semaine qui précède, est-ce qu'il y a des signaux objectivés, voilà, en regardant nos signaux faibles, quels vont être les... Ouais. Exactement. Et donc là, on a des IA qui mettent des alertes en disant, attention, là, le comportement, la manière dont les aides-soignantes en fait font leur compte-rendu rapide, etc. Mais les mots qu'elles emploient, etc. C'est de plus en plus, il y a une tonalité qu'on a repérée, voilà, et ça marche pas mal. Voilà.
Donc, ça fait du learning. Ouais. Et ça permet d'anticiper finalement des changements de dispositifs d'accompagnement ou de surveillance. Et voilà, donc ça... Ouais, ce qui est toujours un sujet. En plus, après, pour tes remboursements, avec tous les GIR, etc., t'es quand même obligé de montrer qu'il y a un palier qui a été franchi. Toi, tu peux objectiver ça en disant, bah, la personne, voilà, tel et tel signaux ont amené qu'effectivement, on voit que ça se dégrade. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, c'est là que tu veux utiliser l'IA. C'est là qu'on utilise déjà et c'est là on va renforcer, voilà. Et puis voilà, donc ça là-dessus, nous dans les opérations, c'est là où on a beaucoup de gains à faire. Par contre, nous on sait qu'on a besoin de garder, en tout cas dans cette industrie, une humanisation des relations. Donc les bots, oui, ça peut aider pour certaines choses, mais en fait le fait de savoir qu'on peut joindre un humain dans notre métier, c'est indispensable. Et si on n'a pas compris ça, je pense qu'on sort du jeu en fait de cette industrie. Passionnant. Est-ce que là, j'aimerais partir sur la troisième partie, qui est un peu le endgame, quand on a créé des sociétés depuis les années 2000, que ça marche, qu'on développe de la valeur, que c'est quoi finalement la suite? Est-ce qu'il y a une suite? Comment tu vois les choses maintenant? Ben, en tout cas, alors, la suite, c'est que aujourd'hui, alors déjà, nous, on est sur un business français qui continue, sur lequel il y a beaucoup de besoins. Il y a un niveau d'équipement qui est pas du tout encore au standard américain, etc. dans l'équipement des structures. Donc là, on peut encore mieux processer. Mieux processer, ça veut dire... Donc, on estime que notre marché, si on avait un niveau d'équipement serein, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Voilà. Aujourd'hui, nous, on paie 70 millions. Donc, on a encore de l'espace en France pour pouvoir faire grandir les structures. Notre ambition, alors on équipe aussi les financeurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on équipe tous les conseils départementaux. Là aussi, il y a 125 000 fonctionnaires qui font les évaluations et qui distribuent les aides sociales. Et en fait, l'objectif, nous, c'est d'améliorer la relation de confiance et l'efficacité finalement aussi des deniers publics. Voilà, donc c'est de se dire, c'est d'employer le mieux. Donc on crée en fait des liens très très forts entre justement l'instructeur. Un exemple, par exemple, c'est que on fait des outils de traçabilité finalement des visites à domicile, de façon à ce que le financeur qui paye un plan d'aide, voilà, il puisse avoir la justification de chacun des services et puisse payer sur service fait. Donc ça veut dire qu'on met des tags NFC chez chacun des bénéficiaires et les auxiliaires de vie, dès qu'elles arrivent, elles bipent avec leur téléphone et puis on va biper à la sortie. Et ça crée de la confiance et donc on est capable de payer un service effectif et pas seulement d'envoyer de l'argent sans savoir trop ce qui se passe. Ouais. Ça va faire du bien, ça, à l'État. C'est ça. Donc moi, ce qu'on a envie de vivre maintenant, c'est effectivement à la fois de continuer à grandir dans cet univers-là et de sécuriser voilà. Et là, on a un boulevard très très important, encore en faisant notamment de la croissance de la croissance externe pour compléter en fait notre offre. Finir finalement la migration, parce que c'est pas totalement achevé, donc on a encore des clients qui ont une partie qui est migrée mais pas la totalité, donc là aussi on a des effets importants à faire, et puis de démarrer l'internationalisation, parce que voilà, mais on attend d'avoir une taille suffisante, c'est-à-dire que là on est dans des gros business, on a encore beaucoup d'espace devant nous, et l'internationalisation elle va se faire mais par des acquisitions. Et on a une stack technique qu'on a déjà préparée en fait pour l'international pour pouvoir plugger en fait, parce qu'on se rend compte dans ce qu'on fait, il y a à peu près 30% de réglementaire et 70% qui est tourné vers l'efficacité, et donc ces 70%, ça on les a isolés pour qu'on puisse brancher des ERP d'autres pays et qu'on puisse leur apporter les bénéfices de nos outils d'organisation. T'as déjà tout préparé, les étapes d'après sont... Voilà, donc, voilà, et puis tu t'éclates encore surtout, c'est ça. Non, mais tout à fait. Mais moi, je m'éclate avec mes équipes. En fait, ce qui est génial, c'est de transformer. Voilà, c'est de recruter des talents qui sont meilleurs que soi. Moi, j'ai restaffé toute l'entreprise. Je la réorganise quasiment tous les 6 mois. Je m'occupe beaucoup de recrutement. Le siège est à Aix, hein. Le siège est à Aix, mais aujourd'hui, nous, on est une boîte multiprovinciale. C'est-à-dire que on est maintenant beaucoup en Bretagne, beaucoup à Châlons. On est à Châlons-en-Champagne, on est on est à Lyon, on est voilà. Et ça parle ces villes, Juju? Je réfléchis. Et donc ton rôle, c'est le recrutement aujourd'hui. Lyon, c'est ton rôle clé. Voilà, mon rôle, c'est effectivement de m'assurer que dans l'organisation, on est bien, on a bien les personnes clés et de passer du temps à les choisir.
Et c'est aussi d'avoir, je dirais, de développer je dirais de la performance, enfin de la croissance en fait, de l'acquisition de savoir-faire de mes équipes, c'est-à-dire de les faire grandir. C'est beaucoup ça, c'est un peu voilà, et c'est d'essayer en fait, ceux que je recrute aujourd'hui, c'est un peu, moi je les appelle des guides de haute montagne. C'est des gens qui ont déjà fait le truc, et qui amènent en fait mes équipes à savoir avoir les comportements pour devenir. Donc quand on n'a pas choisi un par un les collaborateurs comme quand on est fondateur, parce que c'est pas la même expérience, on doit amener en fait les gens à une culture commune, etc. Et donc voilà. Mais le recrutement, moi j'en prends un très très grand soin. C'est ça qui fait vraiment, c'est ça qui fait qu'on homogénise en fait le staff. Et c'est ça qui déclenche les leviers de croissance. Voilà, dans des entreprises de cette taille. Voilà, il faut juste donner les directions et bien choisir les personnes. Génial. Juste, tu veux conclure avant que je parle sur la partie... Ouais, il y a eu plusieurs éléments, en tout cas, dans ton scale. Quelle que soit ton aventure entrepreneuriale, tu as quand même une vision un peu tech qui est, je trouve, qui est récurrente dans tes projets, où tu as le moteur qui est là, et à chaque fois, tu vas chercher la petite expertise métier hyper pointue sur laquelle tu vas bâtir cette surcouche. Ça, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Et cette vision que tu as c'est ce que tu as dit là en point numéro 2, on n'en parle pas beaucoup, que finalement, le SaaS, c'est pas à lui tout seul, il va pas scaler s'il n'y a pas l'humain qui est derrière pour apporter la couche de service. Exactement, et ça rend durable en fait. Hein. Voilà, le SaaS, on est intéressé à ce que les gens performent, et les gens en fait, on n'a pas de relation humanisée avec un software. Mais en fait, on se rappelle on a la chance de pouvoir se rappeler d'une expérience quand on est en difficulté. Et quand on est en difficulté, c'est là où le support rentre en jeu. Et c'est là où on a le moyen, en fait, finalement, de rappeler qu'on a de la valeur. Donc c'est ça qui nous fait grandir. Voilà, on a un taux de churn, nous, qui est inférieur à 2%. Et c'est ça notre fierté. Et voilà. puis les gens parlent de toi autour, donc ça fait de la qualité, donc ils sont fiers. Et puis j'aime bien ta vision, pour rebondir là-dessus, ta vision de la communauté aussi. D'avoir créé toujours, alors je sais pas si tu le fais dans la nouvelle aventure, mais de créer ces micro-communautés que tu fédères aussi autour de ta marque et de tes produits. Voilà, je le fais. Par exemple, la semaine prochaine, je réunis quasiment tous les conseils départementaux pour 3 jours en Bretagne. Et eux, ça rigole pas en Bretagne. Hein. Non, ça rigole pas du tout. Ça va mal finir. C'est pour ça que je ne vais qu'au début, moi. Les emmène pas au bord de mer. Hein. Ils vont perdre quelques-uns. C'est ça. Non, mais c'est ça la chance d'un éditeur, c'est d'être capable de faire parler des gens qui font le même métier, mais qui n'ont pas d'occasion de se parler. En vérité, ce que je retiens de cet échange, moi, c'est que t'as pas créé une relation froide avec un logiciel. Parce qu'un logiciel, t'as l'impression que la relation, elle est très froide. Et quand tu me parles, j'ai l'impression que c'est une boîte de service avec des humains, alors que c'est ton soft qui est en tête de front, quoi. Ouais, alors effectivement, je pense que de toute façon, il y a une relation humaine très forte. T'as une relation humaine très forte, et en réalité, quand tu fais du software SaaS, t'es inscrit dans une chaîne de valeur. C'est-à-dire que, et en fait, si le software marche pas, tu casses la chaîne de valeur de tes clients. Donc en fait, forcément, t'es obligé d'avoir de l'humain. T'es obligé d'avoir de l'humain. Tu peux pas, si tu comprends pas que t'es critique dans la réalisation de la chaîne de valeur. Moi, si mon soft marche pas, j'ai des gens qui sont, déjà des clients quand ils arrivent, enfin des salariés quand ils arrivent le matin, ils peuvent pas travailler. Et j'ai des personnes qui sont à domicile, qui seront ni levées ou pas couchées le soir. Donc nous, on fait partie de cette chaîne-là. Donc en réalité, il faut avoir gardé la conscience humaine de l'impact qu'on a sur la société en amont comme en aval de notre service, en fait. Oui, et que c'est pas le logiciel, c'est pas la magie qui va opérer tout seul, quoi. Exactement. Ouais. Et ça vient de la bouche d'un ancien développeur. Ouais. Pas oublié. Exactement. Je crois que tu parlais de moi. Je dis merde. Je sais même pas si... J'ai pas fait d'études, moi. Vas-y. Si je te dis PHP. C'est quoi ça? C'est les initiales. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais particulièrement pour nos auditeurs qui t'a marqué et qui peut être utile pour quelqu'un qui vit ton parcours? Pas forcément un bouquin business, hein, d'ailleurs. Non, moi j'ai un bouquin que j'aime bien recommander. Alors moi je lis pas trop de bouquins business. Je suis assez intuitif, voilà, donc j'aime bien écouter des podcasts, mais voilà. Mais sinon, moi j'aime bien en fait prendre du recul sur ce que je fais et savoir pourquoi je le fais. Et donc c'est ça qui m'a amené dans le médico-social, c'est ça qui m'a amené dans dire si je refais une aventure, c'est pour que ça ait du sens. Moi, je conseille un petit bouquin qui s'appelle La soif de l'essentiel. C'est un philosophe franco-iranien qui est un jeune gars mais ultra brillant et qui redonne en fait toutes les clés sur le fait de continuer à s'interroger, de savoir pourquoi on fait les choses. Et ça,
moi, je recommande ça pour être aligné. Tu sais que Guillaume, là, il les commande, il les a lus demain matin, lui. Hein. Ça va être encore là. Sauf de l'essentiel. Et justement, est-ce qu'il y a une routine que tu appliques en dehors de ton rôle de chef d'entreprise et qui te fait tenir aussi longtemps? À part le kiff d'habiter le Sud. Ouais, alors moi, effectivement, j'ai découvert Aix-en-Provence et je crois que je ferai pas le voyage retour à Paris, malgré que j'ai vécu des années et des très belles années d'ailleurs. Mais effectivement, moi, mon truc, c'est... alors, je suis pas très sportif. Par contre, je fais beaucoup de rando. Et moi, ça, c'est mon truc. C'est-à-dire que tous les week-ends, je pars dans la montagne faire des randos. Ouais, c'est beau là-bas. En plus, t'as le Luberon pas loin. Ça, le Luberon, voilà. Et zéro alcool. Voilà, c'est mon truc à moi. Désolé, Julien. Il t'a regardé avec des yeux en disant où est la vanne? Tu pars marcher dans les Alpes de Provence. C'est ça. Où je fais de l'itinérant, en fait, pas mal. Voilà, dès que j'ai 3 jours devant moi, je prends un sac à dos, etc. Et c'est là où je me reset, je reprends de l'énergie et je repars. T'as les Alpes, c'est magnifique là-bas. Ouais, Sainte-Victoire. Tout est beau. Voilà. Ouais. Bon, c'est encore plus beau à Cannes, mais c'est pas mal Aix-en-Provence. Regarde, t'achètes. Donc un bouquin de Reza Modachi. Ouais. L'invité? Non, oui, La soif de l'essentiel. Oui, bien sûr. Ouais. On n'est pas une émission littéraire non plus. Non, mais on a fait Bernard Pivot. Il s'arrête pas, quoi, le mec. Oui, donc. Il va nous faire une dictée tout à l'heure. Et un invité que tu aimerais avoir ce micro, que tu connais bien et où tu te dis que ça vaut le coup, qui a un témoignage dans le podcast. Moi, je vais peut-être vous surprendre parce que je vais vous proposer quelqu'un qui est pas dans la tech, mais des gens qui ont fait un truc. Très OK avec ça. On a eu des patrons de TI. Hein. Ah, c'est ça. Et en fait, moi, je suis très attaché à un village jurassien qui s'appelle Bois d'Amont, qui est à la frontière suisse, où j'ai une résidence où j'avais secondaire, et j'y viens depuis que je suis tout petit. Là-bas, il y a une boîte incroyable qui s'appelle Lacroix Emballage. Ils ont démarré leur succès en fabriquant des boîtes de fromage en bois. Voilà. Et, ouais, ce qu'on a dans le camembert. Et ils sont devenus le leader mondial des emballages alimentaires. Incroyable. Et en étant toujours basé là-bas. Et en étant toujours basé là-bas. Et ils sont présents dans 35 pays. Ils ont le truc. Ah, mais ça, on le veut, ouais. Voilà. Et donc ça, c'est Claire Lacroix. Et voilà, c'est des gens, ça paye pas. Enfin voilà, la boîte, quand on la voit, on se dit, mais comment c'est possible, en partant d'ici, d'arriver à faire un business mondial? Et ces gens-là, ils ont levé des défis incroyables. Ils sont en Asie, ils sont sur toutes les géographies. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette. Tu les connais? Je les connais, ouais. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Non, ça changera et on a besoin aussi de faire connaître ces belles outils. Merci beaucoup. Bravo, j'en profite Guillaume. pour dire si vous avez aimé l'épisode, de commenter, de mettre les étoiles, c'est ce qui nous fait remonter dans l'algorithme. Voilà. Si vous aimez pas Jujula, vous pouvez nous marquer, on peut le changer. Au bout de 100 commentaires, on met Margot. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci Guillaume.